FC Potage, trop crime, Mr. White te guide dans l'esprit des monstres, là où tout se décide. Série de meurtres, dossier classé, le mal caché va tout révéler. Zodiac trace ses signes dans le sang. BTK joue son jeu terrifiant. Mafia silencieuse, balle en plomb. Kuklinski glace chaque nom. FC Potage, trop crime, Mr. White te guide dans l'esprit des monstres, là où tout se décide. Série de meurtres, dossier classé, le mal caché va tout révéler. Jusqu'en White, jusqu'en l'ombre. Bienvenue dans l'ombre. J'ai dans l'ombre. Dans la nuit noire, les ombres s'agitent. Des tueurs rôdent leur âme maudite. Le soleil se lève sur Blacksburg. L'agitation matinale gagne les couloirs de Westambler Johnston Hall, une grande résidence universitaire mixte. Il est environ 7h15 lorsque le silence est brutalement déchiré. Des détonations résonnent au 4e étage, des coups de feu secs et terrifiants. Au milieu de la confusion et de la panique naissante, 2 jeunes vies sont fauchées en un instant. Emily J. Alcher, 19 ans, est abattue dans l'intimité de sa chambre. Ryan C. Clark, 22 ans, un conseiller résident, accourt pour comprendre ce qui se passe et devient la 2e victime de cette folie meurtrière. L'alerte est donnée. La police du campus et les forces de l'ordre de Blacksburg arrivent rapidement sur les lieux. L'enquête initiale se concentre sur cette scène de crime, perçue à ce moment-là comme un acte isolé, peut-être un drame passionnel. L'auteur, Seung-Hui Cho, a déjà disparu dans la nature. Et c'est là que l'impensable se produit. L'université, face à cette première tragédie, tarde à diffuser une alerte générale. Un simple email laconique informant d'une fusillade à Westambler Johnston Hall est envoyé à 9h26. Plus de 2 heures après les premiers coups de feu. Aucune mention d'un tireur en liberté, aucune consigne de confinement. La vie continue sur le campus. Des étudiants se rendent en cours, des professeurs préparent leurs leçons, ignorant l'ombre mortelle qui plane. Pendant ces 2 heures cruciales entre le chaos initial et l'alerte tardive, Seung-Hui Cho retourne dans sa chambre, située dans une autre résidence, Harper Hall. Imaginez la scène. Il se change, se prépare méticuleusement, il s'arme, non pas d'une arme mais de 2. Un Glock 19 en 9 mm et un Walther P22 en calibre 22. Plusieurs chargeurs garnissent ses poches, promesse d'une effusion de violence à venir. Puis il se rend au bureau de poste. Là, il expédie un colis sinistre, une capsule temporelle de sa haine et de son délire. Des photos de lui posant fièrement avec ses armes, des écrits tortueux, des vidéos troublantes, un véritable manifeste multimédia destiné à la chaîne de télévision NBC News à New York. Ce paquet de l'horreur n'arrivera que le lendemain, offrant un éclairage glaçant sur l'esprit torturé de l'assaillant. Il est environ 9h40, Seung-Hui Cho se dirige vers sa véritable cible, Norris Hall, un bâtiment abritant des salles de classe et des laboratoires situés de l'autre côté du campus. Là, il met en œuvre un plan diabolique. Avant de déchaîner sa fureur, il verrouille méthodiquement les 3 portes d'entrée principales du bâtiment avec des chaînes, transformant l'intérieur en une cage mortelle, empêchant tout échappatoire, retardant l'arrivée des secours. Puis le carnage commence. Il se déplace froidement d'une salle de classe à l'autre, principalement au 2e étage. Ses armes crachent la mort à bout portant, il recharge encore et encore. Le bruit sec des mécanismes résonnant dans le silence terrifiant. Il fait irruption dans au moins 4 salles de classe, semant la panique et la mort. Des étudiants se jettent sous les bureaux, cherchant désespérément un abri illusoire. Certains tentent, dans un dernier sursaut de survie, de barricader les portes avec des tables et des chaises. D'autres, pétrifiés, feignent la mort, espérant échapper au regard froid de leur bourreau. Les témoignages des survivants sont des fragments d'un cauchemar indescriptible. Mais cette fois,
l'alerte est donnée rapidement. Les appels au 911 affluent dès les premiers coups de feu à Norris Hall vers 9h41. La police converge massivement vers le bâtiment assiégé. Face aux portes barricadées, ils n'hésitent pas. Un véhicule blindé est utilisé. Des outils sont employés pour forcer l'entrée. La confrontation est imminente. Les forces de l'ordre progressent prudemment au 2e étage. Le bruit des tirs les guidant vers l'épicentre de l'horreur. Et là, dans la salle 211, ils découvrent la scène finale. Seung-Hui Cho, dos au mur, met fin à son propre carnage d'une balle dans la tête. Il est 9h51, 11 minutes de terreur absolue à Norris Hall. Le bilan est effroyable. Au total, 32 personnes ont perdu la vie sous les balles de Seung-Hui Cho. 27 étudiants, pleins d'avenir, et 5 professeurs dévoués à leur vocation. 2 victimes à West Ambler Johnston Hall. 30 autres à Norris Hall. Et parmi les survivants, 23 personnes blessées, certaines par les balles, d'autres dans leur tentative désespérée de fuite, n'hésitant pas à sauter par les fenêtres du 2e étage. Ces victimes venaient d'horizons diverses, de spécialisations variées, de nationalités différentes, reflétant la richesse et la diversité de ce campus, désormais endeuillé. Leur perte a laissé un vide immense, une cicatrice indélébile, dans le cœur de la communauté. Le manifeste envoyé à NBC News a révélé un esprit profondément perturbé, consumé par la colère et un sentiment de persécution paranoïaque. Dans ses 1800 mots, ses 29 photos et ses 27 vidéoclips, Cho vomissait sa haine envers les riches, la débauche, se comparant avec une arrogance glaçante à Jésus-Christ et à Moïse, se présentant comme un vengeur des opprimés. Bien qu'il n'ait nommé aucune cible spécifique, ses écrits laissaient transparaître une vision du monde sombre et déformée. Les enquêtes ont confirmé ce que certains craignaient, des antécédents de problèmes de santé mentale, une anxiété sévère, un mutisme sélectif diagnostiqué dans l'enfance. Des signaux d'alarme avaient été ignorés, des occasions manquées d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. La tuerie de Virginia Tech a provoqué une onde de choc bien au-delà des limites du campus. Le deuil a submergé la communauté, l'État de Virginie, les États-Unis tout entiers. Des veillées, des hommages poignants ont fleuri, témoignant de la douleur et de la solidarité. Une commission d'enquête a été mise en place pour examiner les défaillances qui avaient permis à une telle tragédie de se produire. Leurs conclusions ont été accablantes. La lenteur de la communication et de l'alerte de l'université après la première fusillade a été sévèrement critiquée. Les lacunes dans le partage d'informations concernant les problèmes de santé mentale de Cho entre les différentes entités, l'université, la police, le système de santé ont été mises en lumière. Des interprétations jugées trop restrictives, des lois sur la vie privée ont été pointées du doigt. Et des failles dans les lois de Virginie sur l'achat d'armes à feu par des personnes jugées dangereuses ont été exposées au grand jour. Cette tragédie a cependant engendré des changements significatifs. Les systèmes d'alerte d'urgence sur les campus universitaires à travers le pays ont été renforcés avec l'utilisation accrue de SMS et de sirènes. Les protocoles de sécurité et de confinement ont été améliorés, des équipes d'évaluation, des menaces ont été créées dans de nombreuses universités pour identifier et gérer les étudiants potentiellement dangereux. Des modifications législatives ont été adoptées au niveau fédéral dans certains États pour tenter de combler les lacunes dans les vérifications d'antécédents pour l'achat d'armes, en particulier en ce qui concerne les antécédents psychiatriques. Une plus grande sensibilisation et des ressources accrues ont été dédiées à la santé mentale sur les campus. Le débat sur le contrôle des armes à feu a été relancé avec une intensité renouvelée. Aujourd'hui, sur le campus de Virginia Tech, près du Drillfield, un mémorial permanent se dresse 32 pierres gravées, les Hockey Stones, portant les noms de chacune des victimes, un rappel poignant de la perte et un symbole de la résilience de la communauté. Les slogans « We are Virginia Tech and Never Forget » résonnent encore.
témoignage de la volonté de se souvenir et d'œuvrer pour que jamais plus une telle horreur ne se reproduise. La tuerie de Virginia Tech restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Une cicatrice douloureuse, mais aussi un catalyseur de changement nécessaire pour tenter de prévenir de futures tragédies. Merci d'avoir écouté cet épisode de FC Podcast True Crime consacré à Virginia Tech. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt.